Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à bord du train littéraire. Le train littéraire qui démarre à son bord, Dr Kawele Traoré. Dr Togola, bonsoir et bienvenue à bord de ce train. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous portez bien, j'espère, ça va? Je vais très bien. Alors, parlez un peu plus fort et surtout donnez-nous vos impressions par rapport à ce public sorti si massivement venir vous soutenir, mais aussi vos premières impressions par rapport à une émission dénommée Le Train littéraire, qui a été une émission de l'espace La Gare en partenariat avec son partenaire de longue date qui est Canal+. Vos premières impressions par rapport au train surtout. Merci pour cette première question. Je voudrais juste dire qu'en termes d'impression, alors j'estime qu'il s'agit d'un très bel espace, n'est-ce pas, de communication qui permet et donc à ceux qui ont cet amour de l'écriture de partager, n'est-ce pas, avec le public, alors les résultats de leurs réflexions, de leurs recherches. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc je pense qu'il s'agit effectivement d'une initiative assez intéressante. En termes de public, il faut dire que, n'est-ce pas, la qualité n'est pas dans le nombre. Ça, c'est mon point de vue. Ce public-là que nous avons, n'est-ce pas, avec nous, est suffisamment intéressé par les différents exposés. Voilà pourquoi, effectivement, on a donc ce nombre-là. Je me dis que c'est pas mal, c'est bien. Donc je disais tantôt que nous partons à la rencontre de notre invité du jour, Dr Kawele Togola. Je rappelle que Dr Kawele Togola est enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Il est docteur en anthropologie du changement social et du développement. Il est maître assistant du CAMES depuis 2017. Dr Kawele Togola poursuit son analyse critique des thématiques structurant son agenda scientifique, la gouvernance locale, le genre, la jeunesse, la sécurité locale. Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont assez emblématiques de ces thématiques. Dr Kawele Togola, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette petite biographie, en tout cas qui est toute succincte, hein? Oui. Effectivement, bien succincte comme biographie, je m'y reconnais à un détail près. C'est qu'au moment de publier cet ouvrage-là, j'étais dans le grade de maître assistant des universités du CAMES. Je dois rappeler aujourd'hui que je suis dans le grade de maître de conférence des universités du Mali. Donc c'est le seul élément qui manque effectivement à cette référence bibliographique. Tout le reste, évidemment, ça va. Très bien. Donc la précision et détail, il n'est plus donc maître assistant, il est aujourd'hui maître de conférence. Et c'est cela, ça applaudit, mesdames et messieurs. On n'est pas maître de conférence qui le veut, et surtout du CAMES. Et surtout du CAMES, s'il vous plaît. Très bien. Donc je rappelle que vous avez travaillé sur un bel ouvrage intitulé Les impasses d'une gouvernance locale. D'ores et déjà, quel est l'objet de cet ouvrage? Pourquoi avez-vous écrit Les impasses d'une gouvernance locale? Alors, je voudrais commencer par dire que l'objet de cet ouvrage, c'est vraiment l'analyse des difficultés auxquelles la mise en œuvre de la décentralisation au Mali était appelée à être confrontée. Une option de décentralisation qui a vu le jour au début des années 90, qui a commencé à s'appliquer également juste au milieu des années 90, mais qui n'a pas suffisamment pris le recul, suffisamment pris le temps pour étudier la réalité locale, pour étudier les communautés, se munir, n'est-ce pas, suffisamment d'éléments de réponse afin de pouvoir lancer, n'est-ce pas, de manière assez utile, le processus de décentralisation. Ça n'a pas été le cas et donc ça n'avait d'autres perspectives, n'est-ce pas, donc que de rencontrer ce que j'ai appelé les impasses. Et ce que j'appelle impasse de gouvernance concrètement, ça veut dire quoi? Un processus qui était appelé à provoquer un changement profond dans le fonctionnement des communautés et on n'a pas pris suffisamment le temps de préparer ceux dont le destin allait être affecté par ce changement-là, ils n'ont pas été suffisamment préparés. Alors, faute de cette préparation suffisante, et naturellement, la mise en œuvre de cette décentralisation a confronté, comme je viens de le dire, a confronté effectivement un certain nombre de difficultés, alors qui empêchent aujourd'hui que cette décentralisation soit effectivement ce qu'on a voulu qu'elle soit. Donc les réponses qu'on espérait d'elle, ces réponses-là sont d'autant plus difficiles à trouver aujourd'hui qu'en lieu et place des réponses, on a plutôt une situation conflictuelle qui ne fait que prospérer. Très bien, je pense que nous allons en débattre tout au long de notre en tout cas, discussion. Je rappelle que cet ouvrage en tout cas, a été préfacé par Ousmane Sy, et qui dit Ousmane Sy en tout cas parle d'un fin connaisseur en tout cas de la décentralisation au Mali. Alors quels sont vos rapports avec ce grand homme que Ousmane Sy, docteur Kawele Togola?
Alors, je dois dire que mes rapports avec le ministre Ousmane Sy sont des rapports d'ordre professionnel. Le ministre Ousmane Sy et moi nous sommes rencontrés d'abord lors de conférences dans les universités du Mali, parce que c'est quelqu'un que les universités du Mali n'ont pas cessé d'appeler régulièrement pour qu'il puisse effectivement partager ses réflexions sur la décentralisation, dont il est effectivement, n'est-ce pas, un élément incontournable. Tous les Maliens s'accorderont pour reconnaître effectivement ce mérite à Ousmane Sy, qu'il est celui qui a pensé la décentralisation, même s'il ne l'a pas pensé tout seul, qu'il est celui qui a initié la décentralisation, qu'il est celui qui a contribué à mettre la décentralisation en œuvre, en grande partie. Et pour ce faire, il a dû se fonder effectivement sur des expériences personnelles, à la fois théoriques et pratiques. Parce que je rappelle qu'il s'agit, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a quand même évolué dans le monde du développement, dans le monde agricole. Et donc, fort de cette proximité avec, n'est-ce pas, les milieux communautaires, il a donc acquis une certaine expérience en matière de développement, en matière de gestion du développement, en matière de construction du développement, et tout ça a contribué à faire de lui, effectivement, ce qu'il est aujourd'hui en termes, n'est-ce pas, de maîtrise donc, des éléments de développement local. Alors, Ousmane Sy, comme je l'ai dit tantôt, nos rapports sont d'ordre professionnel. C'est dans les salles de conférence, effectivement, essentiellement, que nous sommes rencontrés. Je rappelle aussi que j'ai eu à travailler à un moment donné, n'est-ce pas, au sein du cabinet d'études, n'est-ce pas, qu'il avait fondé, qu'il dirigeait jusqu'à une époque récente, ARGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Et donc, cette boîte-là m'a aussi offert, quelque part, une opportunité de recherche sur le terrain et sur les questions, effectivement, de développement local. Alors moi j'ai lu l'ouvrage et j'ai comme l'impression que cet ouvrage est la continuité en tout cas d'un mémoire d'étudiants parce que je pense que quand vous étiez étudiant, ça, en tout cas ça ne rentre pas d'aujourd'hui, voilà, vous avez dû travailler sur cette question aussi et vous aviez pris exemple sur le cas de Kaladougou, la commune de Kaladougou, c'est bien de cela qu'il s'agit je pense très bien. Alors pourquoi le choix de Kaladougou? Est-ce que le seul cas de Kaladougou peut être un cas pour, en tout cas, parler d'une décentralisation qui a ses débuts? Alors, pour moi, il s'agissait de parler de la décentralisation. Il s'agissait de réaliser des enquêtes de terrain. Il est évident que quand on inscrit une recherche, n'est-ce pas, dans cette perspective-là, c'est-à-dire réaliser des enquêtes de terrain, obtenir des matériaux, les analyser et parvenir à des résultats, il va sans dire que, n'est-ce pas, on va délimiter le terrain. Alors, le terrain, il y a des motivations qui président à son choix. Ça, c'est des justifications, effectivement, que l'on peut faire. Mais cette délimitation, n'est-ce pas, de la zone d'enquête est d'une évidence en matière de recherche. Il est impossible pour un étudiant, en tout cas de l'époque que j'étais, alors de vouloir couvrir, effectivement, plus que l'espace, l'échelle d'une commune, n'est-ce pas, pour réaliser donc des études qui se situaient dans le cadre de mémoire de maîtrise. Alors, Kaladougou, de mon point de vue, la commune rurale de Kaladougou, de mon point de vue, assez emblématique des difficultés qui attendaient la mise en œuvre de la décentralisation. Parce que Kaladougou, c'est une zone effectivement agricole par excellence, une zone aussi qui recouvre encore, n'est-ce pas, quelques forêts. C'est donc pour dire que, n'est-ce pas, il s'agit d'une zone aussi qui justifie d'une certaine qualité et d'une certaine richesse en termes de ressources naturelles, et donc, et notamment du foncier. Et donc, puisque la mise en œuvre de la décentralisation allait naturellement affecter le processus de gestion du foncier, alors, étant donné que le foncier est ce qu'il y a d'important, en tout cas dans le Kaladougou, il va sans dire effectivement que les difficultés auxquelles la décentralisation est confrontée aujourd'hui, que ces difficultés-là pouvaient être appréhendées, n'est-ce pas, bien avant la mise en œuvre de la décentralisation dans ce milieu-là. Et voilà un peu la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles j'ai donc fait le choix de prendre effectivement cette commune-là comme étant, n'est-ce pas, mon milieu d'enquête. C'est justement là-bas que les enquêtes ont été réalisées. Et les résultats auxquels je suis parvenu m'ont donné raison. Parce que dans la réalité, tout ce qui a fait l'objet d'angoisse, tout ce qui m'avait angoissé, tout ce que j'avais perçu ou entrevu comme menace à laquelle la décentralisation allait être confrontée, et pratiquement tout a fini par s'avérer. Et donc c'est pour dire que le choix s'est lui-même avéré opportun. Et je n'ai donc pas fait une erreur de choix de terrain en décidant donc de consacrer cette recherche-là à la commune rurale de Kaladougou.
quand même lié avec beaucoup d'intérêt à la page 29, ceci, vous dites l'expérience nouvelle de gouvernance locale de sens démocratique, de nombreuses vertus semblent s'attacher à la décentralisation. S'il est un mode de gouvernance qui participe à l'enracinement de la démocratie, c'est bien la décentralisation, car elle permet le rapprochement de la décision entre le sommet et la base d'une part, entre l'État et les collectivités locales de l'autre. Je pense que là vous citez Macron, c'était en 2017. Est-ce que nous pouvons dire qu'une bonne démocratie exige une décentralisation? Alors, une bonne démocratie qui exige une décentralisation, oui, cette hypothèse-là, elle est bien plausible, mais sauf que je m'inscris un peu dans un autre chemin, en établissant un rapport entre la décentralisation et la démocratie. J'essaie juste de faire comprendre que la décentralisation peut offrir un meilleur cadre, n'est-ce pas, d'exercice de la démocratie aux citoyens maliens. On est d'accord que l'expérience de démocratisation au Mali ne remonte pas à la même date, n'est-ce pas, que celle de la décentralisation. On est bien d'accord que le Mali a vécu une expérience démocratique bien avant effectivement les 23 années de dictature dont on parle très souvent. Je voudrais donc montrer, puisqu'il s'agissait de sortir de ce qu'on appelle l'État central, un État qui s'est substitué aux populations, un État qui, à travers ses représentants territoriaux, alors a donc confisqué, si vous voulez, n'est-ce pas, toutes les initiatives de développement local, en ce sens que toutes les initiatives de développement local se devraient de partir non pas des populations elles-mêmes, non pas de la base, mais plutôt du sommet. Donc c'est l'État effectivement qui construit et qui fait comme importer le développement. Nous avons compris que ça n'a pas porté, et voilà pourquoi il fallait redéfinir donc, n'est-ce pas, le schéma, les couleurs de construction du développement. Et j'estime que la décentralisation a offert effectivement cette opportunité-là, mais pour qu'elle soit mieux ancrée, pour qu'elle offre effectivement aux citoyens la possibilité de participer pleinement à leur propre développement, pour qu'elle permette aux citoyens, n'est-ce pas, de jouer le rôle qu'on attend d'eux, c'est-à-dire être les artisans de leur développement de leur communauté, alors il faut qu'il y ait une dose de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens eux-mêmes participent clairement au jeu politique. Il faut que les citoyens eux-mêmes s'impliquent dans les prises d'initiative. Il faut qu'ils soient impliqués dans la définition des priorités, dans la définition des besoins, parce qu'ils sont les mieux à même de savoir effectivement quels sont les besoins, quelles sont les priorités. Et donc, c'est me fondant un peu sur cette expérience-là que j'établis cette relation entre la décentralisation et la démocratie pour dire que la décentralisation offre un meilleur cadre d'exercice effectivement à la démocratie. Et la démocratie aussi donc devient un peu comme un outil, n'est-ce pas, permettant à la décentralisation donc d'atteindre ses objectifs. Alors, vous parlez tout à l'heure du rôle de l'État, hein, mais nous avons l'impression que le discours, en tout cas de l'État par rapport à la décentralisation, ce discours n'a pas été suivi de fait de la part de la population. Qu'en direz-vous? Bon, c'est difficile d'affirmer comme cela que le discours de l'État, le discours officiel, sur la question de décentralisation n'a pas été suivi de fait. Oui, c'est vrai que l'État, il a organisé effectivement le processus, bien entendu avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais c'est vrai que l'État aussi a organisé les citoyens maliens de manière à ce que ceux-ci puissent porter le message sur la décentralisation dans les milieux les plus reculés, dans les milieux locaux, dans les milieux ruraux, je veux dire. Eh bien, le problème, c'est que ce discours-là a parfois fait l'objet de réinterprétation de la part des acteurs. Parce que l'État s'était mis dans une logique, alors il fallait permettre aux citoyens, sans exclusion, de prétendre effectivement à l'exercice du pouvoir politique de manière démocratique. Et pour ça, évidemment, ce sont des règles d'accès démocratique au pouvoir qui ont été élaborées. Or, nous savons que ces règles d'accès démocratique au pouvoir se sont avérées en contradiction avec les logiques sociales. Eh bien, ceci a fait effectivement que beaucoup de citoyens qui, ayant entendu au départ parler de la décentralisation, pensaient que ça allait faire leur affaire, ça allait s'accorder avec leurs intérêts, ont découvert que les choses ne vont pas de cette manière-là. Que plutôt que de gagner, plutôt que de continuer à percevoir les prérogatives et les avantages qu'ils percevaient jusque-là,
plutôt que de conserver tous ces avantages-là, ils étaient plus prêts plutôt de les perdre. Donc il y a eu cette menace-là. Est-ce à dire que nous sommes en tout cas allés trop en besogne en matière de décentralisation sans pour autant analyser tous les contours qui vont avec? C'est exactement mon sentiment. C'est exactement mon sentiment que on est allé trop vite. On n'a pas pris le temps de préparer suffisamment les populations aux mutations qui les attendaient. Parce qu'il s'agit quand même de mutations profondes, au point même qu'on puisse parler effectivement de changement social, parlant de la décentralisation. C'est d'ailleurs ce que j'examine, hein. C'est la problématique fondamentale que j'examine dans l'ouvrage qui a été publié avant celui-là, et qui est intitulé Décentralisation et changement social au Mali, où j'essaie effectivement de démontrer que la décentralisation, telle que pensée, telle que mise en œuvre au Mali, répond parfaitement aux critères d'un changement social. Et c'est quoi ces critères-là? Un, c'est le fait que la décentralisation allait affecter profondément le fonctionnement des communautés. Les communautés connaissent des fonctionnements sur la base des règles inspirées des logiques sociales. C'est-à-dire qu'il y a un certain vécu en matière politique. Maintenant, avec la décentralisation, ce vécu va être transformé parce que certains ne pouvaient pas accéder au pouvoir politique. Du fait de la décentralisation, ils ont la possibilité de convoiter le pouvoir, ils ont la possibilité de compétir pour le pouvoir politique et aussi de l'exercer. Voyez-vous? Donc, les mutations sont profondes et les mutations aussi doivent être durables. Parce que si la décentralisation est mise en œuvre, ça va provoquer effectivement ce que j'ai appelé une recomposition sociale et aussi une reconfiguration politique. Une reconfiguration politique parce qu'avant la décentralisation, il y avait des hiérarchies dans les communautés. Et ces hiérarchies-là jouissaient de ce qu'on appelle une légitimité traditionnelle ou locale. Alors, avec la décentralisation, ces hiérarchies-là vont perdre un peu, n'est-ce pas, de leur influence sociale et vont se trouver parfois remplacées par de nouvelles hiérarchies. Donc c'est cette montée, n'est-ce pas, d'une jeunesse politique nouvelle, d'une élite politique nouvelle, effectivement, qui provoque ce qu'on appelle une situation de reconfiguration politique. Ça va de soi avec la recomposition sociale. Parce que les individus qui étaient stigmatisés, qui étaient exclus du jeu politique local, qui n'étaient pas admis dans les espaces de prise de décision qui engagent la vie de la communauté, aujourd'hui, ce sont ces individus-là qui sont aux commandes politiques, effectivement, des communautés. D'où la légitimité démocratique. D'où la légitimité démocratique. C'est sur la base d'une légitimité démocratique, celle qui est conférée non pas par les rapports d'autochtonie, non pas par les rapports de primo-établissement, c'est-à-dire le fait d'être le premier à s'établir sur un espace, mais simplement sur la base du suffrage universel. Donc quand une légitimité est obtenue au bout du suffrage universel, eh bien on parle de légitimité démocratique. Mais quand évidemment les individus ont un rapport particulier qui les avantage par rapport à l'histoire locale, quand ils ont joué un rôle que nul autre n'a joué dans le processus de peuplement, et ma foi, ça confère ce qu'on appelle une légitimité locale. Donc, quelque part, la décentralisation s'est traduite par un conflit entre ces deux types de légitimité-là. Voilà pourquoi certains maires ont été élus et ne pouvaient se rendre dans leur commune que nuitamment. Voyez-vous? Et donc, on en a connu effectivement des exemples. C'est vraiment triste, mais ça veut dire, comme je l'ai dit au départ, qu'on n'a pas pris le temps de soigner les difficultés. Et on a procédé simplement à la mise en œuvre, alors même qu'il y avait encore du travail de changement de mentalité, d'acceptabilité, n'est-ce pas, qui restait à faire, mais qui n'a pas été fait. Vous abordez aussi, en tout cas, la thématique des ressources naturelles, hein, notamment le cas des fonciers. Nous sommes dans la décentralisation, mais nous avons l'impression que la question foncière n'a jamais été une question aussi discutée qu'à l'heure actuelle. Alors, quel est le rôle, n'est-ce pas, de ces zones décentralisées dans le cadre toujours de ces conflits, en tout cas pour faire face à toutes les questions qui sont liées au foncier? Bon, il faut reconnaître que le foncier, en l'occurrence la terre, quand on dit le foncier, ça renvoie à la terre comme à bien d'autres éléments, bien d'autres éléments, d'autres ressources de la nature, l'eau, la forêt, ainsi de suite, tout. Et voilà. Mais en réalité, la décentralisation, effectivement, a coïncidé avec une période, et elle en a un peu rajouté, une période à laquelle le foncier, notamment le foncier agricole, le foncier, notamment l'habitat, effectivement, ces deux types de fonciers ont pris suffisamment de valeur marchande d'ailleurs. C'est la fin des années 80, le début des années 90, le début de la mise en œuvre de la décentralisation, effectivement que les représentations que les Maliens, pour la plupart, avaient de la terre, que ces représentations-là ont changé. La terre ne faisait pas l'objet de marchandage,
la terre n'était pas admise comme élément marchand, la terre était épargnée des transactions commerciales d'une certaine nature, mais depuis la fin des années 80, le début des années 90, ce qui a correspondu avec le début aussi de la mise en œuvre de la décentralisation, il y a une certaine mutation aussi en ce qui concerne le foncier. La terre, en termes de représentation et en termes aussi, n'est-ce pas, de modalités d'utilisation. Il faut avoir un papier garanti. Ce papier garanti vous permet d'avoir un prêt à la banque, par exemple. Voyez-vous. Et donc, ça veut dire que même la terre peut faire l'objet de gages. Donc, toutes ces nouvelles représentations desquelles la terre a été investie, alors tout cela n'a pas facilité aussi, n'est-ce pas, les enjeux fonciers dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Et la terre est devenue un élément d'autant plus sensible en matière de décentralisation que, effectivement, nous sommes dans le cas du Mali, nous sommes dans une situation où la population va croissante, crescendo, nous le savons très bien. Nous savons aussi que, inversement, les ressources foncières, ou précisément la terre, évidemment, n'est pas une ressource extensible. Et donc, forcément, au regard du ratio, ma foi, la terre était appelée à prendre une certaine valeur, une certaine centralité. Aujourd'hui, cette sensibilité se manifeste autrement dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, où on demande effectivement à des individus qui sont stigmatisés comme étrangers, pour la raison bien simple que ce ne sont pas leurs ancêtres qui ont fondé le village, que ni leurs ancêtres ni eux ne savent où se situent les limites des différentes réserves foncières. Alors c'est aujourd'hui à ces individus-là qu'on demande d'assurer la gestion du foncier. Donc cela ne va pas, évidemment, sans conflit, d'autant plus que ce qui justifie d'un vécu, d'une expérience en matière de gestion foncière, s'en trouvent effectivement exclus parce qu'ayant échoué à se faire élire pour accéder aux différents postes de conseillers communaux ou de maires. Donc ils se regardent effectivement impuissants, le contrôle de la gestion foncière leur échappait pour échoir entre les mains d'individus qui étaient autrefois exclus, n'est-ce pas, de tout discours sur le foncier. Ils n'étaient que de simples consommateurs, mais n'en avaient aucune prérogative, aucune qualification sociale pour se mêler effectivement de la gestion. Donc aujourd'hui, les choses sont en l'état et on a comme l'impression qu'on assiste à une inversion du rôle aujourd'hui. Les propriétaires, en tout cas, tels que reconnus au niveau de la communauté, parce que je l'ai dit, le fait d'être simplement le premier à s'installer sur un espace, le fait d'être le premier à passer le pacte, n'est-ce pas, avec les génies invisibles qui sont considérés dans la conscience populaire comme les vrais propriétaires de la terre, le fait d'avoir scellé le pacte avec eux, alors ça fait effectivement que on trouve effectivement, on jouit, je vais dire, de ce qu'on appelle une double légitimité. La légitimité du point de vue politique, mais aussi la légitimité du point de vue foncier. En ce sens, parce que vous avez fondé le village, alors vous devez assurer la fonction de chef de village. C'est parce que vous avez fondé le village que vous devez exercer la fonction de gestionnaire des ressources naturelles. Oui, vous parlez ici, en tout cas, des autochtones, parce que si on devrait, en tout cas, octroyer les pouvoirs, c'est à eux, n'est-ce pas, premier d'abord de se procurer. Mais et ceux qui viennent, les étrangers que vous appelez dans cet ouvrage-là, Sigumfer, est-ce que ceux-ci aussi n'ont pas droit, en tout cas, à exercer des fonctions dans un État décentralisé? Et évidemment, là est le problème. Avant l'avènement de la décentralisation, ils étaient exclus de tout droit. Tous ceux qui sont frappés par le statut d'étranger, j'utilise le terme parce que je l'emprunte quand même aux sociologues, aux anthropologues, cela ne signifie pas que moi-même j'adhère, n'est-ce pas, en réalité, à la signification de ce concept-là. Voilà, c'est très restrictif, c'est très stigmatisant, mais pour autant, c'est comme ça qu'on peut comprendre effectivement les logiques sociales, c'est comme ça qu'on peut comprendre les organisations sociales, comment les individus entre eux au sein d'une communauté sont organisés. Mais malheureusement, cette organisation-là donne tout l'air d'une hiérarchie, donc d'une hiérarchie sociale, où on a des individus qui, du fait, n'est-ce pas, du premier établissement, ont le droit de gérer la terre, et d'autres parce qu'ils sont des migrants, parce qu'ils sont arrivés après les fondateurs, ils sont exclus de tout droit de gestion. Et qu'aujourd'hui, à la faveur de la décentralisation, ils sont effectivement, ils ont accédé au contrôle de la gestion, n'est-ce pas, de ce foncier-là. Donc tout le problème, effectivement, est là. Mais une fois de plus encore, parler d'étrangers, parler, n'est-ce pas, d'autochtones, parler d'allochtones, voilà, ce sont des termes qui servent effectivement à catégoriser les individus parce qu'ils vivent ensemble, parce que chaque catégorisation aussi induit à la fois des droits et des privations.
Voilà, quand vous êtes catégorisé comme tel, comme autochtone, ça veut dire effectivement que vous avez la possibilité de deux. Mais quand vous êtes catégorisé comme étranger, ça vous exclut. Et je rappelle qu'en matière de gestion, en matière de décentralisation, il y a cet autre élément effectivement sur lequel il faut un peu insister d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est le fait que le fait d'être né simplement dans une famille plutôt que dans une autre, cela vous confère des avantages comme à vie. C'est vous qui pouvez espérer devenir chef de village, c'est vous qui pouvez espérer devenir ceci ou cela. Mais l'autre qui n'a pas eu la chance d'être né effectivement dans les mêmes conditions, en tout cas sur le même espace géographique familial que vous, évidemment, il sera exclu de l'exercice de en raison de son lieu de naissance. Donc, il y a ça qu'il faut relayer. Et ça donne l'impression en matière politique, en tout cas rapporté sur le plan politique, ça donne l'impression de ce que le sociologue appelle la théorie structurelle du pouvoir. C'est-à-dire qu'avant même votre naissance, les conditions sont déjà là qui vous permettent effectivement d'exercer, n'est-ce pas, une fonction honorable. Comme si on est prédestiné à ça. Comme si vous étiez effectivement prédestiné à cette fonction-là. Okay. C'est cela. Bon, or, le contraste avec la décentralisation, c'est que les théories structurelles du pouvoir qui favorisent l'accès de l'individu à un pouvoir à partir des règles sociales, c'est que cette théorie structurelle du pouvoir est démentie. Parce qu'on ne peut plus devenir dirigeant parce qu'on est né dans telle ou telle famille, on le devient plutôt à la faveur du suffrage universel. Alors, pour qu'il y ait suffrage, pour que les individus acceptent de se mobiliser et d'exprimer en votre faveur leur vote, il va falloir les démarcher, il va falloir leur parler. Et donc, il faut les convaincre, comme on dit. C'est parce que vous avez réussi à les convaincre à partir d'un programme, d'un projet de société, qu'effectivement, ils vont voter pour vous. Et là, on n'est plus vraiment dans ce qu'on appelle la théorie structurelle du pouvoir, on est dans la théorie individualiste du pouvoir. Donc, c'est les individus eux-mêmes qui, de par leurs compétences, leur savoir-faire, alors parviennent à faire en sorte que d'autres puissent accepter de voter pour eux, pour qu'ils soient aussi des dirigeants. D'accord. Vous faites bien de parler du pouvoir, hein, parce qu'il y a en tout cas des grands auteurs que vous avez cités, notamment depuis le XVIIIe siècle, Voltaire, en passant par des chefs de village, hein, qui se sont en tout cas prononcés par rapport à cette question cruciale qui est en tout cas le pouvoir. Vous dites ici, j'ai retenu en tout cas cette dernière phrase, avec le public présent, il apparaît à travers cette définition du pouvoir émanant des acteurs du terroir, tous chefs de village, de fonction, que le pouvoir est un outil de commandement dont la légitimité réside dans l'héritage. Oui, c'est une assertion du pouvoir qui n'a de sens que d'un point de vue structurel. Vous voyez bien que l'expression se termine, le paragraphe se termine par l'héritier, c'est bien cela. Et voilà, donc c'est une fois de plus encore l'affirmation de ce que j'ai appelé tantôt la théorie structurelle du pouvoir. Le pouvoir s'hérite. Il m'est arrivé lors de mes enquêtes de rencontrer effectivement des chefs coutumiers, des chefs de village qui me disent, mais écoutez, un pouvoir obtenu simplement au bout du doigt n'en est pas un. Ce n'est pas un pouvoir celui-là. Le vrai pouvoir est dans votre position par rapport à l'histoire locale. Or, je rappelle, on est d'accord que tous les individus n'ont pas le même rapport à l'histoire locale, ils n'ont pas le même rapport au pouvoir traditionnel, ils n'ont pas le même statut. Or, nous disons évidemment en anthropologie que le statut appelle le rôle. C'est parce que vous êtes dans une position sociale donnée que vous avez la possibilité ou le devoir de faire ceci ou cela. Et justement parce que vous êtes dans tel autre statut donné que vous avez interdiction d'agir de la sorte. Donc, c'est un peu ça. C'est leur perception du pouvoir. Pour eux, le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il est hérité. Et je rappelle, vous comprenez, ça c'est le contexte de la logique sociale. Mais aujourd'hui, dans un contexte de démocratie, on dira que le pouvoir n'a de sens, évidemment, que lorsqu'il a été obtenu au bout du suffrage universel. Donc c'est une sorte d'opposition, si vous voulez, de lutte entre ce qu'on appelle le vestibule, n'est-ce pas, et l'urne. Donc il y a la victoire et la légitimité obtenue par le vestibule, il y a aussi la légitimité conférée alors par l'urne. Voilà un peu, n'est-ce pas, des réalités qui s'entrechoquent un peu en matière de centralisation. Alors, vous parlez aussi du rôle, en tout cas, des hommes de caste. Hein. Vous parlez des Nyamakala, vous parlez des Djon. Quels peuvent être leurs rôles, justement, dans la consolidation des acquis de cette décentralisation? Alors, le rôle des
Nyamakala, le rôle des Djons dans la consolidation des acquis de la décentralisation. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que ce que nous avons appelé les Nyamakala, ce que nous avons appelé les Djons, ont aussi eu à un moment donné, et continuent de l'avoir d'ailleurs, des prétentions à exercer le pouvoir politique, le pouvoir communal. Parce que pendant tout le temps qu'ils ont vécu avant la décentralisation, ils ont été rejetés, maintenus en dehors effectivement de tout espace de décision, en tout cas qui engageait la vie de la communauté. Ils n'avaient de décision à prendre que sur l'échelle, du moins qu'à l'échelle de leur famille, pas en dehors. Donc ils n'étaient pas effectivement conviés pour effectivement participer d'une certaine manière, n'est-ce pas, à des prises de décision. Je ne dis pas qu'ils n'avaient aucun rôle à y jouer, mais en fait, leur rôle était simplement un rôle secondaire. Ils n'avaient pas voix au chapitre dans la réalité. Alors, ceci à la faveur de la décentralisation ont aussi nourri l'ambition alors d'accéder à la commande politique de la communauté. Et tout cela n'a pas été sans conflit, sans tension. Très rapidement, dans certains cas, ces tensions se sont transformées en conflit. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu accepter l'idée que quelqu'un qui a été dans une posture basse pendant tout le temps, qui à la faveur de la décentralisation puisse prétendre effectivement exercer le pouvoir évidemment au sein de cette communauté-là. Ça a été mal perçu, mais comme je le dis, une fois de plus encore, puisque ceux qui parlent, ce sont les suffrages universels, la plupart d'entre eux ont donc réussi en tout cas à se hisser aux commandes politiques de leur communauté. Maintenant, leur fonction de gardien des acquis de la décentralisation. Bon, c'est un problème qui ne se pose pas trop, parce que si vous prenez les différentes couches qu'on a dans cette catégorie de Nyamakala, là, en fait, historiquement, et au sein de chaque communauté, alors il y a des fonctions spécifiques qui sont définies pour chacune de ces catégories-là. Voilà, pour chacune de ces couches. Alors, une activité sociale était légitimement reconnue. Donc, c'est à eux d'exercer en premier lieu alors, cette activité-là. Alors, c'est à eux que ça sied. Ils ont légitimité, n'est-ce pas, à l'exercer et pas quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous prenez le cas des djeli, je ne dirais pas les griots, mais je dirais les djeli, nous savons la fonction sociale fondamentale, alors c'était quand même de veiller effectivement à la préservation de la paix. Et quand la paix elle-même était enlevée, c'est-à-dire qu'en situation de conflit, alors ils interviennent pour pouvoir donc obtenir très rapidement une situation de normalisation des rapports, histoire de dire, n'est-ce pas, circonscrire les conflits. C'est cela. Donc c'est des fonctions qui continuent de nos jours, mais sauf qu'à un moment donné, à la faveur de l'évolution historique et politique du Mali, alors il était possible, il est apparu possible, et d'ailleurs normal, voire légitime effectivement, à ces acteurs-là de prétendre dans les mêmes conditions que, entre guillemets, les autres, qu'on appelle Horon, qu'on appelle maître. Voilà, là aussi, il y a des efforts linguistiques à faire, parce que dans les discours au quotidien, on a comme l'impression que quand on dit Nyamakala, Nyamakala est opposé à Horon, comme si les Nyamakala n'étaient pas Horon. Je rappelle qu'il s'agit d'une thématique qui m'intéresse. Mon niveau de recherche sur cette thématique-là aujourd'hui me permet de dire que les Nyamakala aussi, qu'il s'agisse des Djeli, des Noumou, des Founé, des Garanké, qui sont aussi des Horons. Qui sont aussi des Horons, effectivement, au même titre que ceux qui sont appelés aujourd'hui Horons. Donc c'est une erreur langagère que de dire qu'il est Noumou, il est Djeli, il est Founé, il n'est pas Horon. Il est bien Horon. Quand nous restons fidèles, n'est-ce pas, au hiérarchie sociale du Mandé, parce que nous savons que c'est du Mandé que nous venons, même s'il y a d'abord eu l'empire du Ouagadou, que d'autres ont appelé l'empire du Ghana. En réalité, les Arabes sont auteurs de ce dérapage linguistique-là. C'était le Ouagadou que les Arabes ont appelé et fait appeler Ghana, n'est-ce pas, auquel a succédé l'empire le Mandé, n'est-ce pas, dont Sundiata qui était considéré comme le fondateur. Et je rappelle à l'occasion dont Touramaka était un des principaux généraux. Donc un homme de main en réalité, n'est-ce pas, qui a conduit effectivement les opérations guerrières les plus risquées, les plus aventureuses. Ça c'est d'accord. Et voilà. Et donc, pour dire que tout ceci-là constitue effectivement le groupe des Horons et qu'en face on avait les Djons. Et la possibilité existait pour n'importe qui des Horons de devenir un jour effectivement, d'être transformé en un esclave, en un Djon, parce que le Djon c'est l'esclave. Mais les Horons c'était le groupe des Tontans et des Tontiki en réalité. Voilà, c'est le groupe des Tontans, des Tontans, des Tontiki.
c'est-à-dire les 5 familles maraboutiques, les deux clans fondateurs du Mandé, parce que ceux-là qui ont fondé le Mandé, en réalité, sont arrivés de l'empire du Ouagadougou, qu'on appelle l'empire du Ghana, pour fonder le Mandé. Donc les deux clans qui représentent effectivement leur descendance, ainsi de suite. Et voilà. Donc, pour me résumer, je voudrais dire que ce que nous appelons aujourd'hui Nyamakala, effectivement, appartiennent bien à la catégorie des Horons, si nous sommes fidèles, effectivement, à l'esprit donc du Mandé, c'est cela. Mais moi, je suis vraiment perdu. Hein. Quand vous dites que les griots sont des Horons, moi, on est vraiment perdu. Expliquez-nous un peu. Je ne dis pas les griots, je dis les djeli. Les Nyamakala, vous dites les Nyamakala. Voilà, les Nyamakala. Et le contenu que je donne à Nyamakala, oui. Je ne dis pas griot, je dis djeli. Voilà, pour nous, les griots font partie des Nyamakala. Absolument. Voilà, donc, et quand vous dites que ceux-ci sont aussi des Horons, très bien. Nous sommes perdus. Nous avons pris la fâcheuse habitude, en tout cas linguistique, de travailler sur une classification, sur une catégorisation qui est fausse, qui n'a rien à voir avec l'esprit du Mandé. Les catégories sociales reconnues dans le Mandé, c'était quoi? D'un côté les Horons et de l'autre les Djons. Ça s'arrête là. D'un côté les Horons, de l'autre côté les Djons. Les Djons, c'est ce que nous appelons les esclaves. C'est de l'arabe. C'est du français. Mais Djons, c'est aussi arabe. Les Horons, il y a des sous-groupes dans le Horon. Il y a le groupe des Tuntiki, c'est-à-dire ceux qui, les princes, voilà, les princes qui sont symbolisés par les Keita par exemple. Il y a les 5 familles maraboutiques, les Touré, les Berté, les Djané. La première famille maraboutique, c'est les Djané. C'est d'abord les Djané, les Touré, les Bérété, les Sissé. Hein, c'est cela. Alors, il y a aussi les Nyamakala. Et dans les Nyamakala, on a ces sous-groupes-là aussi, les Djeli, les Finais, les Garanké, les Noumou. Voilà, ils appartiennent, je le dis, ils appartiennent au groupe social, les Horons. En face, on a les Djons. Donc c'est aujourd'hui que nous nous sommes laissés aller trop pour opposer aujourd'hui le Djeli, le Finais, le Noumou, le Garanké. C'est aujourd'hui qu'on les extrait, qu'on les exclut du groupe des Horons. Dans le Mandé, ils font bien partie du groupe des Horons. Voilà. C'est une précision, en tout cas, de taille, hein, parce que nous étions en tout cas perdus par rapport à ça. Et vous avez posé des questions majeures dans cet ouvrage. Et je voulais aller directement à la deuxième question. Quand vous dites, dans quelle mesure la décentralisation répond-elle aux aspirations des citoyens de la commune rurale de Kaladougou? Dans quelle mesure, vous dites, la décentralisation répond-elle aux aspirations des citoyens de la commune rurale de Kaladougou? Quelles sont selon vous alors, ces mesures-là pour en tout cas répondre aux aspirations de la population de Kaladougou selon vous? Alors, la commune de Kaladougou prise comme telle, à l'instar de toutes les autres communautés, n'est-ce pas, du Mali, alors connaissait des logiques de fonctionnement antérieures à la décentralisation. Alors, avec la décentralisation, il va y avoir un changement en termes de gestion politique, en termes de gestion des biens, en termes de gestion des hommes. Dans le Kaladougou, cette expérience-là existait déjà. Alors, la décentralisation va apporter une nouvelle approche, c'est-à-dire qu'elle ne va pas reconduire ces logiques sociales-là dans le Baninko, mais elle va apporter de nouvelles logiques. Des logiques qui sont inspirées pratiquement de la démocratie, où il n'y a pas d'exclusion en raison de l'origine sociale, il n'y a pas d'exclusion en raison de, mais où on a comme l'impression que que les individus ont été égalisés. C'est-à-dire que tout le monde désormais a les mêmes droits, les mêmes avantages, pas d'exclusion, pas d'avantages, n'est-ce pas, particuliers, ainsi de suite. Alors, voilà un peu le contexte sociopolitique qui a préexisté à la décentralisation. Maintenant, pour qu'une décentralisation, en fait, préparée et mise en œuvre à la hâte, pour qu'une telle décentralisation puisse effectivement s'accorder avec cette logique sociale-là, eh bien, c'était difficile. C'était difficile. Donc, l'idée de la question, c'est quoi? C'est qu'on est allé trop vite. On se pose aujourd'hui la question, quelles sont les actions concrètes possibles qui peuvent faire en sorte que la décentralisation puisse convenir effectivement à la gestion des hommes, à la gestion des biens, n'est-ce pas, dans la commune rurale de Kaladougou. Donc, je rappelle que c'est une question qui est essentielle, mais à laquelle
alors il ne m'a pas été possible de fournir, n'est-ce pas, des éléments empiriques de réponse. Parce que vous comprenez avec moi que la décentralisation étant déjà lancée, alors que ces difficultés-là, ces divergences-là n'ont pas été aplanies, alors il était évident que la décentralisation tout droit allait foncer effectivement vers une situation conflictuelle. Donc cette conflictualité, elle est née du fait que les logiques sociales n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration des logiques, n'est-ce pas, devant servir à la mise en œuvre de la décentralisation. Donc le conflit était inévitable. Maintenant, dans quelle mesure la question s'adresse à tout le monde? Ça reste évidemment un effort individuel et collectif à fournir pour faire en sorte effectivement de corriger au fur et à mesure les conflits, d'apaiser les conflits qui vont naître à l'occasion. Sinon, la question a une portée plus philosophique en réalité que sociologique et anthropologique. Donc c'est pour dire que même l'enquête ne m'a pas permis de trouver des éléments empiriques susceptibles donc de formuler des réponses assez claires afin de satisfaire effectivement celui-là même qui a posé la question, évidemment, à savoir moi-même. Okay. Voilà. Merci en tout cas, Dr Kaoulé Togola, pour toutes ces précisions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce premier, en tout cas, cette première étape de votre train littéraire. Il vous revient maintenant, vous, chers passagers, de poser des questions, éventuellement de faire des contributions si vous en avez, et toujours autour de notre ouvrage, Les impasses d'une gouvernance locale, dont nous avons l'auteur présent cet après-midi parmi nous, Dr Kaoulé Togola. Merci, M. Togola, pour la clarté de votre exposé. Vous êtes philosophe et anthropologue. Vous avez choisi un thème qui est relatif à la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'impasse de la gouvernance locale. L'impasse de la gouvernance locale. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas de rapport entre ces thèmes et votre formation. Et surtout que vous avez pris ces thèmes sur une commune dont vous êtes ressortissant. Et je voudrais toujours savoir, est-ce que vous avez un agenda caché? C'est la première question. La deuxième question, vous avez dit que c'est l'autre, Ousmane Sy, qui a préfacé votre livre. Et on suppose que vraiment c'est lui le parrain. Bon, c'est-à-dire qu'à la lecture de ce que vous êtes en train de dire, on constate que vous trouvez qu'on est allé trop vite en besoin par rapport à la décentralisation. Donc ça veut dire que vous voulez dire que vraiment l'autre là, votre parrain a échoué. Donc c'est la deuxième question. Merci. Bonsoir, docteur. Moi, je me nomme Mahamadou Kassamara, je suis étudiant en sociologie. J'ai des questions tordues à poser à mon professeur. J'aimerais savoir si la décentralisation, si c'est le petit frère de la démocratie. Choisissant parce que vous avez dit quand le pouvoir sort d'une question héritière à une question de jeu de la reine. Ma seconde question est que est-ce qu'il y a un moment opportun pour introduire la démocratie au Mali? Est-ce qu'il y avait un moment opportun? Voilà, c'est la question. Ok. Allez, bonsoir. Moi, je m'intéresse aussi à la partie démocratie et décentralisation. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre intervention, disant que nous devons nous préparer pour la décentralisation ou bien si c'était pour la démocratie. Dans le cas où c'était pour la démocratie, je me dis qu'il y avait déjà la démocratie au Mali avec l'arrivée de Soundiata Keïta et consorts, la charte de Kouroukanfouga. Là, on peut parler de démocratie. Et aussi, quand vous parlez de Horon, Nyamakala et Djeli, je me dis que dans le Mandé, il y avait une classification. Et cette classification était faite à base d'ordre de ceux qui sont supérieurs et de ceux qui étaient considérés comme inférieurs. Les esclaves, les gens, étaient la classe basse. Et après ça, on avait les Djeli et les Horon. Les Djeli
je ne sais pas s'ils doivent être considérés comme Horon parce que eux aussi considéraient les Djatiki comme leurs supérieurs. Et là, ma question est de savoir, est-ce réellement les Djeli des Horons ou bien ce sont aussi des esclaves? Parce qu'eux, ils étaient juste supérieurs aux esclaves. Merci. Je vais répondre à ces 3 questions rapidement. Si vous permettez, je vais commencer par la dernière, les dernières posées. Démocratie, depuis le Mandé avec Sundiata, la question effectivement se pose, elle revient même entre nous chercheurs. Mais personnellement, je n'ai jamais été d'avis qu'on puisse parler de démocratie, effectivement, y compris, n'est-ce pas, à travers la charte qu'on appelle le Kourkan-Fouka, qu'on puisse parler de démocratie, de démocratie, vous avez bien dit, hein, et voilà, en tant que tel. Il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. La démocratie est une invention occidentale, précisément grecque, plus précisément athénienne, en réalité. Elle a été importée un peu partout à travers le monde et adaptée. On est d'accord. Ça, c'était depuis l'Antiquité. Sundiata, l'Empire du Mandé dont vous parlez, l'Empire du Mandé, c'est entre c'est déjà à partir du 9e siècle. N'est-ce pas? C'est du 9e siècle. L'Empire du Ouagadou, c'était le 8e, 9e, mais l'Empire du Mandé, c'était déjà autour du 11e siècle. Vous voyez très bien. Alors, les historiens maliens appellent cela le temps des grands empires, mais en réalité, ça correspond au Moyen-Âge. Je voudrais vous dire que, historiquement, on a d'abord l'Antiquité, ensuite le Moyen-Âge. Et je rappelle que le lien entre le Mandé et la grecque ne peut pas être exclu, parce que le lien entre les Arabes et le Mandé est un lien historique et établi. Les Arabes sont les premiers effectivement à investir le Mandé, et le Mandé a cette religion islamique-là depuis, évidemment, pratiquement le siècle du décès du prophète. Donc, il y a les imbrications historiques. Il y a les imbrications historiques. Voilà pourquoi, même à cette période-là encore, il y avait beaucoup de noms qui avaient une consonance arabe. Parce que nos contacts avec les Arabes, notamment les Arabo-berbères, qui étaient les commerçants, voyez-vous, ces contacts font que nos rapports, en tout cas avec ce monde arabo-berbère, remontent à plus longtemps. Donc, même parler de démocratie au Mandé, à travers la charte de Kourkan-Fouka, ne me semble pas totalement exempte de toute considération occidentale ou arabo-berbère. Voilà. Alors, classification, oui, c'est ça, on était dans les classifications. Je rappelle que cette classification au Mandé s'est structurée autour de 2 grands ensembles. Il y avait ce qu'on appelle les Horons, comme je l'ai dit, et ce qu'on appelait les Djons. Le Djon, c'est l'esclave. Et dans la catégorie, dans la catégorie sociale des Horons, on avait, comme je l'ai dit, les marabouts, les 5 familles maraboutiques. Et aussi les descendants de ces 3 ouras-là, qu'on appelle, je ne peux plus les citer dans l'ordre, Kabbalah Simbo, Kanunyogon Simbo, Lawal Simbo, Kabbalah, ainsi de suite. Voyez-vous? C'était un peu cela. Il y avait ça aussi. Les descendants des clans qui ont fondé aussi, n'est-ce pas, le Mandé. Donc c'était eux les groupes privilégiés. On est d'accord? Les Nyamakala étaient bien là-dedans. Les Nyamakala étaient bien là-dedans, en réalité. J'insiste sur le propos parce qu'il n'y a pas plus de 3 semaines, je ressors d'une activité de recherche avec pratiquement des spécialistes qui ont travaillé sur cette question-là. Je le dis, je ne suis pas historien, mais toutes mes réflexions, je les tiens effectivement des historiens. Ça, je ne l'avais pas précisé. Voilà. Je ne suis pas auteur de recherche historique sur le terrain, mais les historiens qui ont fait des recherches historiques et archéologiques, qui sont parvenus à des résultats, c'est eux qui nous communiquent cela. Et en anthropologie, on travaille avec les résultats obtenus, n'est-ce pas, à travers d'autres sciences. La décentralisation, petit frère de la démocratie, oui, c'est une métaphore, une très belle métaphore. Mais je ne sais pas comment répondre. Je peux simplement établir un rapport dialectique. Un rapport dialectique pour dire que la décentralisation suppose la démocratie. La décentralisation suppose la démocratie parce que quand on descend, on va comme un peu repartir le pouvoir entre le niveau central et le niveau local. Donc quand le pouvoir est réparti au niveau local et entre l'État et le niveau local, et forcément au niveau local, il y aura des acteurs pour faire en sorte de se faire élire. Et quand les acteurs sont dans une dynamique
visant à les faire élire, à les porter au pouvoir, il va de soi effectivement qu'on soit dans l'exercice effectivement politique. Et ce type d'exercice politique-là, puisque il va consacrer par le suffrage universel l'élection des élus, et forcément on est dans un contexte de démocratie. C'est ce rapport que je peux établir. Voilà. Donc par rapport au premier intervenant, pas d'agenda caché. En fait, la recherche se fait là où on se sent capable de parvenir en un temps record, avec très peu de moyens utilisés, à des résultats. Donc, les connaissances des acteurs sur le terrain facilitent la tâche d'accès, effectivement, du chercheur au terrain. C'est simplement cela. Ousmane Sy était un acteur politique. Et moi, je n'ai jamais été encore un acteur politique. Donc, Ousmane Sy était dans une équipe qui était appelée à gérer la crise qui avait éclaté dans les régions du nord du Mali. Alors, il fallait trouver très rapidement une réponse, une solution. Et ma foi, mes recherches m'ont permis de comprendre que bien que la décentralisation au Mali ait été une des conclusions majeures de la conférence tenue à Bamako en juillet-août 1991, bien que la décentralisation soit sortie comme une recommandation forte, dans la réalité, il s'agissait urgemment de trouver une solution à la crise du Nord. Et cette solution-là, il semble pour certains qu'elle a passé par la décentralisation. Et donc, Ousmane Sy, acteur politique appartenant à une formation qui avait à gérer effectivement les règnes de l'État, alors devrait naturellement faire partie de ceux qui devraient chercher une solution. Donc la décentralisation est apparue comme une solution politique. Et on a pensé que c'était la meilleure solution. Et voilà pourquoi on y est allé sans perdre de temps. Et voilà pourquoi ça s'est fait un peu à la hâte. Voilà. Bonsoir, oui. Moi, je suis Fali Damele. Donc, je vais dire à la fois félicitations et merci. Merci aux initiateurs d'avoir organisé une telle initiative et félicitations au professeur, que je rappelle qui est mon professeur également. Bien, donc, ma question serait de savoir si aujourd'hui le processus de décentralisation serait un processus qui est en panne aujourd'hui au Mali. Parce qu'à sa mise en œuvre, c'était un processus au cœur duquel processus il y avait la cohabitation de différentes légitimités. Et ce serait un processus qui est aujourd'hui en panne au Mali, la décentralisation. Merci. Merci, M. Damele. Donc, très rapidement, au regard des difficultés qui se traduisent aujourd'hui en termes de conflits, en termes de tensions couvées ou non, en tout cas entre les acteurs et du fait de la décentralisation, on peut bien estimer aujourd'hui, économie faite de tout ce que la décentralisation a pu apporter comme développement en termes divers, n'est-ce pas, construction de cols, proximité donc des services socio-économiques de base aux populations, économie, abstraction faite de toutes ces réalisations, on peut effectivement constater aujourd'hui que le processus est en panne parce qu'il est grippé du fait effectivement de nombreux conflits qui éclatent ça et là. Et qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir effectivement que les acteurs se concertent davantage, que les acteurs parviennent à des solutions, pour donc aplanir ces conflits-là. Sinon, vous le savez, les conflits sont un élément structurant de toute société. Il n'y a jamais eu de société exemple de tout conflit, ça n'a jamais existé. Voilà. Donc, les relations entre les individus au sein d'une société connaissent une certaine évolution. Cette évolution des relations fait qu'effectivement, les rapports interhumains, les relations interhumaines sont exposées à un moment ou à un autre, effectivement, à des situations de conflit. Parce que dès lors qu'il y a divergence, qui peut se traduire en des termes divers, dès lors qu'il y a divergence entre les individus, alors l'aboutissement le plus naturel, c'est vraiment le conflit. Donc il ne peut qu'éclater et les acteurs doivent être suffisamment lucides de manière donc à chaque fois que le conflit éclate de proposer des éléments, n'est-ce pas, pour les apaiser. D'accord, nous sommes quasiment au terme de ces échanges, monsieur docteur, docteur Kawele Togola, quels sont vos derniers mots à l'endroit du public, mais aussi à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Djoliba TV News et de Djoliba FM? D'abord au public, il ne me reste plus qu'à leur dire merci pour avoir témoigné effectivement de leur intérêt pour les communications, n'est-ce pas, de ce soir.
ça reste un public acquis effectivement à l'écriture, un public acquis à la science. On peut dénombrer, n'est-ce pas, parmi eux des étudiants, des militaires, n'est-ce pas, il faut le dire, je les vois dans le public, des juristes, plus précisément des juges, des magistrats, n'est-ce pas, et bien d'autres dont je n'ai pas connaissance du profil professionnel. Alors, merci et félicitations à eux. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, et voilà, je veux simplement dire que j'estime que de par cette communication-là, dont j'ai pu les gratifier, que j'ai pu effectivement leur apprendre quelque chose sur un phénomène social qui nous intéresse, n'est-ce pas, nous tous, à savoir la décentralisation. Merci à eux. Vivement, donc, une décentralisation sortie de la panne qu'elle confronte aujourd'hui. Merci à vous également. Merci, c'est donc à nous de vous remercier infiniment. Malgré vos multiples occupations, vous avez en tout cas tenu à répondre à cet appel. Et je rappelle que nous étions justement à bord de ce train autour de l'ouvrage intitulé Les impasses d'une gouvernance locale, lequel ouvrage est donc écrit par M. Dr Kawele Togola. Voilà, nous avions été très heureux de vous présenter ce numéro de train littéraire. Je rappelle que j'étais à ce bord et il y avait justement des convoyeurs tout autour du train. Il y avait en tout cas des cheminots qui veillaient en tout cas tout au long du trajet afin que nous puissions évidemment faire un bon trajet. J'avoue que ça a été un plaisir de vous présenter ce numéro de votre train littéraire. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre train. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous assiste tous. Merci, au revoir. Le cocktail c'est tout à l'heure et c'est en bas. Merci.